Seriez-vous capable de sauver des inconnus si votre propre enfant vous avait abandonné à la mort? Imaginez maintenant une femme de 72 ans, seule au cœur d'une tempête de verglas meurtrière au Canada, entourée de personnes âgées qui ne se souviennent même plus de leur nom. Elle doit alors décider qui vit, qui meurt, et si elle-même mérite de se battre pour sa survie. Ce que cette femme a fait par cette nuit glaciale a défié toutes les attentes et a marqué à jamais tous ceux qui ont entendu son histoire, et le plus marquant restait à venir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car la fin de cette histoire vous donnera des frissons. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous le courage d'affronter la mort pour sauver des gens qui ne se souviendront même pas de votre sacrifice? C'était un matin gris de janvier 2023, lorsqu'Amélie Rousseau s'éveilla au bruit métallique du chariot à médicaments qui raclait le couloir de la résidence du fleuve. L'asile était situé à la périphérie de Baie-Saint-Paul, une petite ville de Charlevoix nichée entre des montagnes enneigées et l'immense fleuve Saint-Laurent. Amélie ouvrit lentement les yeux, sentant le poids familier de ses 72 ans peser sur chacune de ses articulations. La chambre était petite et impersonnelle, des murs beiges délavés, un lit étroit aux draps rêches imprégné d'odeurs de désinfectants industriels, une chaise en plastique gris et une fenêtre donnant sur le parking verglacé. Il n'y avait aucune photo au mur, aucune fleur sur le rebord de la fenêtre. Rien n'indiquait qu'une personne avait vécu là, une âme avec une histoire, des souvenirs, un nom qui avait jadis compté pour quelqu'un. Le froid s'infiltrait par les fissures de la fenêtre mal isolée, charriant avec lui l'odeur âcre d'un hiver québécois, un mélange de pain gelé, de fumée provenant de maisons au loin chauffées au bois, et de cette humidité glaciale qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Amélie remonta la fine couverture jusqu'au menton, mais ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant. Elle entendit des pas précipités dans le couloir. L'infirmière de service, Marie-Claire, une femme corpulente d'une quarantaine d'années, aux cernes profonds et au visage constamment marqué par la fatigue, frappa 2 fois à la porte et entra sans attendre de réponse. « Madame Rousseau, c'est l'heure de votre médicament », dit-il d'une voix mécanique, dénuée de toute chaleur humaine. C'était la même phrase chaque matin, prononcée avec la même indifférence, comme si Amélie n'était qu'un élément de plus sur une liste interminable de choses à faire. Amélie se redressa lentement dans son lit, ressentant les vertiges familiers de l'hypotension. Elle tendit la main et Marie-Claire déposa 3 comprimés dans sa paume ridée sans la regarder. Un verre d'eau tiède compléta le rituel. « Merci », murmura Amélie, mais l'infirmière avait déjà le dos tourné et quittait la chambre pour s'occuper du patient suivant. La porte se referma avec un clic sec qui résonna dans le silence. Amélie avala les pilules avec difficulté. Une pour la tension, une pour le cœur, une pour l'arthrite. De petites pilules colorées qui la maintenaient en vie, mais ne lui donnaient aucune raison de vouloir vivre. Elle se leva lentement, s'appuyant sur la table de chevet, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le monde était blanc et gris. La neige accumulée recouvrait tout comme un linceul silencieux. Le parking était désert, à l'exception de 2 voitures couvertes de glace et du bus blanc de la maison de retraite, garé près de l'entrée. Amélie pressa son front contre la vitre glacée. La surface froide contre sa peau lui procurait presque un soulagement, une véritable sensation au milieu de l'engourdissement constant qui était devenu son existence. 3 ans. 3 ans depuis qu'Édouard l'a amenée là-bas. Le souvenir la brûlait encore comme une plaie ouverte. Chaque détail de cette journée était d'une clarté douloureuse. Le visage crispé de son fils, évitant son regard tandis qu'il remplissait des formulaires à l'accueil. Les excuses murmurées à propos du travail, de sa femme qui avait besoin de lui, de son incapacité à s'occuper d'elle à la maison. « C'est temporaire, maman. Juste le temps que ça aille mieux. Je viendrai te voir toutes les semaines, promis. » Mensonge. Que des mensonges. Les premières semaines, Amélie attendit. Le moindre bruit dans le couloir lui faisait battre le cœur à tout rompre. Chaque sonnerie à la réception la faisait se redresser, lisser ses cheveux et préparer un sourire. Mais Édouard ne se présenta jamais. Au bout de 2 mois, elle a commencé à appeler. Le téléphone sonnait sans cesse jusqu'à ce qu'elle tombe sur la messagerie vocale. Elle laissait des messages, essayant de garder une voix calme sans paraître désespérée. « Salut mon fils, c'est moi. Je voulais juste savoir comment tu vas. Appelle-moi quand tu peux. » Il n'a jamais rappelé. Au bout de 6 mois, le numéro a été coupé. Un message vocal automatisé l'a informé que le numéro n'existait plus.
Amélie est restée de longues minutes près du téléphone public, dans le couloir de la maison de retraite, écoutant le message se répéter, jusqu'à ce qu'un autre résident ait besoin d'utiliser le téléphone. C'est à ce moment précis que la vérité, froide et brutale comme un hiver québécois, s'imposa enfin à elle. Édouard ne reviendrait pas. Il l'avait abandonné. Il l'avait jeté comme un vieux meuble qui ne s'intégrait plus au décor de sa nouvelle vie. Amélie ferma les yeux, repoussant les souvenirs. À quoi bon les revivre? Cela ne changerait rien. Elle s'habilla avec les gestes lents et précis de quelqu'un qui ressent la douleur dans chaque mouvement. Un épais pull en laine bordeaux, un pantalon en velours côtelé marron foncé, d'épaisses chaussettes en laine, le tout donné, le tout d'occasion, le tout imprégné du parfum d'autres vies, d'autres personnes elles aussi oubliées. Le petit déjeuner était servi à la cafétéria à 7h30. Amélie descendit lentement l'escalier, s'agrippant à la rampe métallique froide. Ses mains, si sûres autrefois lorsqu'elle tenait la craie et les livres en classe, tremblaient légèrement à cause de l'arthrite. La cafétéria était une grande pièce froide, meublée de tables en plastique blanc et de chaises pliantes. Une odeur de café dilué et de pain grillé brûlé flottait dans l'air. Une vingtaine de personnes âgées étaient éparpillées autour des tables, la plupart mangeant en silence, perdues dans leurs pensées. Amélie prit son plateau, un verre de jus d'orange artificiel, 2 tranches de pain blanc avec de la margarine, un bol de gruau chaud. Elle s'assit seule à une table près de la fenêtre, comme toujours. À ses côtés, assis dans un fauteuil roulant, se trouvait Monsieur Gauthier, un homme de 80 ans atteint d'Alzheimer à un stade avancé. Il fixait intensément son reflet dans la vitre, conversant doucement avec l'image, persuadé qu'il s'agissait de son frère décédé. « Jacques, as-tu vu où j'ai laissé mon chapeau? Il faut qu'on aille à la ferme avant qu'il fasse nuit, » murmura-t-il, agité. Personne n'a répondu. Personne n'a prêté attention. Amélie mâchait le pain sans le goûter. C'était la même chose tous les jours. La même routine implacable. Se réveiller, prendre ses médicaments, boire un café, s'installer au salon et regarder la télévision sans vraiment la regarder, déjeuner, sieste forcée, dîner, encore des médicaments, et dormir. Et le lendemain, on recommençait. Une vie au point mort. Une existence sans but, sans sens, sans que personne ne se soucie de savoir si elle se réveillerait le lendemain ou non. C'est pendant le petit déjeuner que l'infirmière en chef, Madame Bélanger, une femme mince d'une 50aine d'années aux cheveux courts teints en blond et à l'air perpétuellement irrité, entra dans la salle à manger en tapant des mains pour attirer l'attention. « Attention, s'il vous plaît, attention !» Les personnes âgées levèrent lentement les yeux, comme si elles se réveillaient d'un profond sommeil. « Nous avons une sortie prévue aujourd'hui », annonça Madame Bélanger d'une voix forte et lente, comme si elle s'adressait à des enfants. « Certains d'entre vous ont rendez-vous chez le médecin à la Malbaie. Le bus part à 9h. Madame Rousseau, Monsieur Gauthier, Madame Tremblay, Monsieur Leblanc et Madame Dupuis, vous êtes sur la liste. Finissez votre café et préparez-vous. » Amélie ressentit une pointe d'espoir ou de peur. Elle n'en était pas sûre. Un besoin d'évasion. Quelque chose de différent de cette routine étouffante. Mais en même temps, l'idée de quitter cet immeuble, d'affronter le monde extérieur, lui provoquait une angoisse lancinante. Elle n'avait pas quitté la maison de retraite depuis des mois. Son dernier rendez-vous chez le médecin remontait à octobre. Depuis, plus rien. Ni rendez-vous, ni événement, aucune raison de franchir ses portes. À 9h précises, le petit groupe de personnes âgées était réuni dans le hall d'entrée de la résidence du fleuve. À chaque ouverture de porte, l'air glacial s'engouffrait, apportant des rafales de vent mordant qui obligeaient chacun à se serrer les uns contre les autres. Amélie ajusta son écharpe de laine autour de son cou et observa les autres passagers. Monsieur Gauthier, dans son fauteuil roulant, fixait le vide d'un regard absent. Madame Tremblay, une femme obèse de 78 ans souffrant d'un diabète sévère, respirait difficilement, appuyée sur une canne. Monsieur Leblanc, un homme frêle de 85 ans presque sourd, tenait à la main un appareil auditif cassé, essayant de le faire fonctionner. Et Madame Dupuis, une femme de 90 ans atteinte de démence, fredonnait une chanson enfantine en se balançant doucement. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'Amélie ne s'attendait pas à voir. Assise sur un banc près de la porte, les mains posées en signe de protection sur son ventre rond, se trouvait une jeune femme d'une 20aine d'années.
Son visage était pâle, marqué par de profondes cernes, et ses mains tremblaient légèrement. Elle portait un uniforme d'infirmière sous un manteau trop fin pour le froid québécois. « Qui est-ce » demanda doucement Amélie à Marie-Claire, qui aidait M. Gauthier à monter dans le bus. « Sophie Marchand, nouvelle infirmière. Elle a commencé la semaine dernière, répondit Marie-Claire sans grande conviction. Elle est enceinte de 7 mois et doit aussi aller à la Malbaie. Rendez-vous prénatal. Ils en ont profité pour l'envoyer avec toi. » Amélie observa la jeune femme de plus près. Il y avait dans ses yeux quelque chose, une profonde tristesse, une solitude qu'Amélie reconnaissait, car elle voyait la même chose chaque jour dans le miroir. Le chauffeur, M. Bérubé, un homme robuste d'une 50aine d'années, au ventre proéminent et à la moustache grise, ouvrit la porte du bus dans un grincement métallique. « Allez, allez, messieurs, nous avons 45 minutes de trajet devant nous. Plus vite on part, plus vite on rentre. » Le bus était vieux, un véhicule blanc dont le logo délavé de la maison de retraite était peint sur les côtés. Il pouvait accueillir 20 personnes, mais aujourd'hui il ne transportait que 6 passagers plus le chauffeur. Les sièges étaient en vinyle dur et craquelé, et le chauffage faisait un bruit assourdissant, tout en peinant à réchauffer l'intérieur. Amélie choisit une place côté fenêtre, au milieu du bus. Elle s'installa et regarda par la vitre embuée. Dehors, le ciel était lourd de nuages épais et sombres, d'un gris presque violacé qui annonçait un orage. Sophie, la jeune infirmière enceinte, s'assit 2 places plus loin. Amélie remarqua qu'elle caressait parfois son ventre, un geste inconscient et protecteur. M. Bérubé démarra le moteur dans un grondement irrégulier, et l'autobus commença à s'avancer lentement sur le parking verglacé. Les roues patinèrent légèrement avant de trouver de l'adhérence. « On dirait qu'un orage arrive », commenta Madame Tremblay en regardant par la fenêtre avec inquiétude. « Il y a toujours une tempête en janvier », grommela M. Bérubé. « Ici, c'est Charlevoix, pas la Floride. » L'autobus quitta la ville et s'engagea sur la route 308, qui serpente à travers les Laurentides en direction de la Malbaie. Le paysage offrait une beauté à la fois rude et indifférente. Pins et sapins chargés de neige, falaises rocheuses recouvertes de glace et, à gauche, à l'horizon, aperçu sporadique de l'immense fleuve Saint-Laurent, gelé sur ses rives. Amélie appuya sa tête contre la vitre froide et laissa vagabonder ses pensées. Quand s'était-elle sentie vivante pour la dernière fois? Vraiment vivante, pas seulement en train d'exister, de respirer par nécessité biologique. Peut-être lorsqu'elle enseignait encore. Elle avait été professeure de littérature française pendant 40 ans à l'école secondaire de Baie-Saint-Paul. Elle se souvenait d'entrer dans la classe chaque matin, de sentir l'odeur de la craie et du papier, de voir les jeunes visages qui l'attendaient, enthousiastes ou ennuyés, mais présents. Elle avait alors un but. Elle avait une identité. Elle était Madame Rousseau, l'enseignante qui donnait vie à Balzac et à Hugo, qui pouvait faire pleurer des adolescents rebelles avec les mots de Victor Hugo. Mais tout cela a pris fin il y a 12 ans, lorsqu'il a pris sa retraite. Commença alors un lent et douloureux déclin. Il y a d'abord eu le décès de son mari, Marcel, il y a 5 ans. Une crise cardiaque soudaine l'a emporté un dimanche matin, alors qu'il lisait le journal dans la cuisine. Amélie l'a trouvé là, froid et raide, le journal encore à la main. Puis vint l'éloignement croissant d'Édouard avec son fils unique. Il avait épousé une Montréalaise, Céline, qui n'avait jamais apprécié Amélie. Les réunions de famille se firent rares, forcées et tendues. Et puis quand la santé d'Amélie commença à se détériorer, quand il devint évident qu'elle ne pouvait plus vivre seule, Édouard prit la décision la plus facile, la placer en maison de retraite, un endroit où il n'aurait pas à s'inquiéter, à se sentir coupable, à supporter les inconvénients d'avoir une mère âgée. Amélie sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle cligna rapidement des yeux pour les repousser. Pas ici, pas maintenant. Le bus gravit lentement la route sinueuse. Le brouillard commença à descendre des montagnes, réduisant la visibilité. Les flocons de neige commencèrent à tomber, d'abord légèrement et épars, puis plus abondamment. « Ça empire », murmura Sophie, l'infirmière enceinte, en regardant par la fenêtre avec une appréhension croissante. M. Bérubé ralentit, alluma les phares et les essuie-glaces. « Tout ira bien », dit-il, mais sa voix était tendue, ce qui n'inspirait guère confiance. La tempête est arrivée soudainement, comme c'est souvent le cas en montagne. Un instant, le bus avançait lentement mais régulièrement, et l'instant d'après,
Le monde s'était transformé en un brasier blanc. Le vent hurlait comme une bête vivante, secouant le véhicule. La neige tombait si abondamment qu'il était impossible de voir à plus de 3 mètres. « Mon Dieu !» murmura Madame Tremblay en serrant fort sa canne. Monsieur Bérubé ralentit encore, les jointures blanchies par l'effort. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur la route qu'il distinguait à peine. Et puis c'est arrivé. Personne n'a vu ce qu'il avait provoqué. Peut-être une plaque de glace invisible sous la neige, peut-être une rafale de vent particulièrement violente. Peut-être le destin a-t-il simplement décidé que c'était le moment propice. Le bus a dérapé. Les roues arrière ont dérapé les premières, provoquant un lent roulis, presque gracieux, du véhicule, tel un danseur sur la glace. Monsieur Bérubé a freiné brusquement, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. L'autobus a fait un demi-tour sur lui-même, glissant latéralement sur la route. Les cris commencèrent. Madame Dupuis, Madame Tremblay, Sophie. Amélie s'agrippa au siège devant elle, sentant son estomac se nouer sous l'effet de la sensation de chute libre. Le bus a quitté la route. Il y avait là un fossé peu profond, et, au-delà, une pente enneigée. Le véhicule dévala la pente en s'écrasant violemment contre des rochers dissimulés, secouant les passagers comme des poupées de chiffon. Le bruit était assourdissant, du métal qui se brise, du verre qui se brise, des gens qui hurlent. Amélie sentit son corps projeté en avant puis sur le côté. Sa tête heurta quelque chose de dur. Une douleur fulgurante et insoutenable lui traversa le crâne. Et puis, dans un fracas final qui sembla faire trembler le monde entier, le bus s'arrêta. Silence. Un silence si complet, si profond, qu'il semblait irréel après le chaos des dernières secondes. Amélie ouvrit lentement les yeux. Tout tournait autour d'elle. Elle avait un goût métallique de sang dans la bouche. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle était, ce qui s'était passé. Le bus était incliné de façon anormale, l'avant partiellement enfoui sous la neige et la boue. Le pare-brise était complètement fissuré, un véritable amas de verre brisé. Certaines vitres étaient brisées. La neige et le vent s'engouffraient par les ouvertures, apportant un froid mordant. Amélie tenta de bouger. Une douleur aiguë lui transperçait les côtes, mais rien ne semblait cassé. Elle toucha sa tête et sentit quelque chose de chaud et collant. Du sang. Elle baissa les yeux sur sa main et vit du sang sur sa peau ridée. Est-ce que quelqu'un va bien? Sa propre voix semblait étrange, lointaine, comme si elle venait de l'eau. Des gémissements en réponse. 2 faibles sanglots. Mais aucune voix distincte. Amélie se força à se lever, s'appuyant sur le dossier du siège. Chaque mouvement était une torture, mais elle continua. Madame Tremblay gisait inconsciente dans le couloir, une tache sombre s'étendant sous sa tête. Monsieur Leblanc était coincé entre 2 sièges, gémissant doucement, la jambe droite dans une position impossible. Madame Dupuis continuait de fredonner, maintenant plus doucement, se balançant d'avant en arrière, perdue dans son propre monde, insensible à l'horreur qui l'entourait. Monsieur Gauthier, toujours sanglé dans son fauteuil roulant par des harnais de sécurité, avait les yeux fermés. Amélie ne pouvait dire s'il était inconscient ou mort, et devant le bus, Amélie descendit en titubant le couloir en pente, s'agrippant au banc pour se soutenir. Ses pieds glissaient sur le sol jonché de bris de verre et de taches de sang. Monsieur Bérubé était immobile sur le siège conducteur. Sa tête était inclinée d'une façon étrange. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Complètement vides. Amélie n'avait pas besoin de prendre son pouls pour le savoir. Il était mort. Un bruit la fit se retourner brusquement. Sophie, la jeune infirmière enceinte, était appuyée contre la paroi du bus, les mains crispées sur son ventre. Son visage était blanc comme neige, ses lèvres presque bleues. « Mon bébé !» murmura-t-elle d'une voix rauque de panique. « Je sens que quelque chose ne va pas. » Amélie s'approcha, les genoux tremblants. « Tu es blessée? Tu saignes ?» Sophie secoua la tête, mais des larmes coulaient sur son visage. « Je ne sais pas. Ça fait tellement mal. Les contractions ont commencé. » Contractions. La nouvelle s'abattit sur Amélie comme un seau d'eau glacée. « Dans combien de temps le bébé va-t-il naître ?»« 2 mois, » murmura Sophie, puis ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « 2 mois. C'est trop tôt. Mon Dieu, c'est trop tôt. » Amélie observa les alentours de l'autobus accidenté. Les personnes âgées, blessées et mourantes. Le chauffeur mort.
les fenêtres brisées par lesquelles le vent hurlant et la neige s'engouffraient sans pitié. Puis il regarda la jeune femme enceinte, si fragile, si effrayée, serrant son ventre comme si elle pouvait protéger la vie qu'elle portait par la seule force de sa volonté. Quelque chose a changé en Amélie à ce moment-là. Pendant 3 ans, elle s'était résignée. Elle avait accepté que sa vie n'avait plus aucune valeur, qu'elle n'était qu'un fardeau, un poids oublié dans un coin sombre du monde. Mais maintenant, en voyant ses visages, en entendant ses gémissements, en sentant le froid mortel qui s'insinuait de plus en plus profondément, maintenant, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait besoin d'elle, et peut-être, qui sait, avait-elle encore quelque chose à donner. Le froid était comme une entité vivante, s'infiltrant dans chaque fissure, chaque vitre brisée, chaque ouverture dans la tôle tordue du bus. Amélie sentait déjà ses doigts s'engourdir, même à travers ses gants de laine. Combien de temps cela prendrait-il? Combien de temps avant que le froid ne les tue, un par un? Elle s'efforça de penser clairement, de repousser la panique qui menaçait de la paralyser. Des années d'enseignement de la littérature lui avaient apporté un atout précieux, la capacité d'organiser ses pensées même dans le chaos, de trouver une structure là où ne régnait que désordre. Premièrement, évaluer la situation. Amélie tituba jusqu'à l'avant du bus et tenta d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée, le mécanisme endommagé par le choc. Elle poussa de toutes ses forces, mais la porte ne bougea pas d'un pouce. Il essaya la radio. Il appuya sur tous les boutons, tourna tous les cadrans, mais il n'y eut que des grésillements. L'impact avait détruit tout le matériel de communication. Il prit le téléphone portable que M. Bérubé gardait sur le tableau de bord. L'écran était fissuré, mais il s'allumait. Aucun réseau. Rien. Pas une seule barre. Bien sûr que non. Ils étaient en montagne, sur une route déserte, entourés de rochers et d'arbres qui bloquaient tout signal. Amélie laissa tomber son téléphone sur le banc et regarda par la fenêtre cassée. La tempête faisait rage. La visibilité était quasi nulle. La neige et le vent formaient un voile blanc impénétrable. Elle ne voyait pas la route au-dessus d'eux, ni rien au-delà de quelques mètres d'arbres fantomatiques recouverts de glace. « Est-ce que quelqu'un va nous trouver ?» La voix de Sophie interrompit ses pensées. La jeune femme s'était rapprochée en rampant, toujours crispée sur son ventre, le visage déformé par la douleur. Amélie se tourna vers elle et, un bref instant, songea à mentir, à lui offrir de fausses paroles de réconfort. Mais elle plongea son regard dans les yeux de la jeune femme et comprit qu'elle méritait la vérité. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « La maison de retraite sait que nous sommes partis, mais avec cette tempête... » Il laissa sa phrase en suspens. Sophie ferma les yeux, des larmes coulant au coin de ses paupières. « On va mourir ici, n'est-ce pas? Moi et mon bébé. »« Non, » dit Amélie, et la fermeté de sa propre voix la surprit. « Nous n'allons pas mourir ici. » Mais alors même qu'elle disait cela, une voix intérieure murmurait. « Comment vas-tu faire pour l'arrêter? Tu as 72 ans, tu as mal partout. Tes mains tremblent. Que peux-tu faire ?» Amélie détourna la voix et retourna vers les autres passagers. Madame Tremblay était toujours inconsciente sur le sol, respirant faiblement. Amélie s'agenouilla à ses côtés avec grande difficulté, sentant ses genoux protester et prit son pouls. Faible mais présent. Elle avait une profonde coupure au front, mais le saignement avait cessé. Monsieur Leblanc était plus lucide maintenant, les yeux rivés sur Amélie qui s'approchait. « Ma jambe !» dit-il. Et même sans son appareil auditif défectueux, elle pouvait entendre la douleur dans sa voix. « Je crois qu'elle est cassée. » Amélie regarda. La jambe était manifestement fracturée, l'os probablement visible sous le pantalon déchiré. Elle sentit la nausée la gagner, mais déglutit difficilement. « Ne bougez pas, » dit-elle assez fort pour qu'il l'entende malgré sa surdité. « Je vais trouver quelque chose pour vous immobiliser. » Madame Dupuis continuait de fredonner en se balançant, prisonnière d'un souvenir lointain qui la protégeait de la réalité présente. Peut-être, pensa Amélie, avec une pointe d'envie amère, la démence était-elle une bénédiction en ce moment? Et puis il y avait Monsieur Gautier. Amélie s'approcha du fauteuil roulant, le cœur lourd. Le vieil homme était très calme, immobile. D'une main tremblante, elle lui toucha le cou, cherchant son pouls. Là. Faible, inégal, mais là. Il était vivant. Amélie laissa échapper un soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait.
Puis ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle posa enfin les yeux sur le visage de l'homme. Malgré les années qui passaient, malgré la maladie qui lui avait volé la raison, elle le reconnaissait. Docteur Philippe Gauthier, le médecin qui avait sauvé la vie d'Édouard alors qu'il n'avait que 3 ans. Le souvenir me revint avec une force dévastatrice. Édouard suffocant, fiévreux, atteint d'une pneumonie aiguë, par une nuit d'hiver très semblable à celle-ci. L'hôpital de Baie-Saint-Paul surchargé, le manque d'antibiotiques, le désespoir. Et puis le docteur Gauthier travaillant toute la nuit, refusant de baisser les bras, accomplissant l'impossible. « Votre fils survivra, Madame Rousseau », avait-il dit avec un sourire fatigué à l'aube. « C'est un battant. » Et maintenant, cet homme, ce sauveur, était là, perdu dans les ténèbres de la maladie d'Alzheimer, impuissant dans un bus accidenté sur une montagne gelée. Le fils qu'il avait sauvé l'avait abandonné. Et maintenant, elle, la mère abandonnée, était son seul espoir. L'ironie était si cruelle qu'elle a failli provoquer un rire hystérique chez Amélie. Un gémissement étouffé la ramena au présent. Sophie se tordait de douleur, respirant par petits halètements rapides. « Une autre contraction ?» demanda Amélie en s'agenouillant à côté d'elle. Sophie hocha la tête, incapable de parler, le visage déformé par la douleur. Une fois la contraction passée, elle regarda Amélie, les yeux emplis de terreur. Elles sont de plus en plus fréquentes, toutes les 10 minutes maintenant. 10 minutes. Amélie sentit le poids de la réalité lui écraser les épaules. S'ils restaient là, s'ils attendèrent des secours qui n'arriveraient peut-être pas à temps, Sophie allait accoucher prématurément. Un accouchement prématuré, dans un bus glacial, sans matériel médical, sans chaleur, sans aide. Le bébé ne survivrait pas. Sophie non plus, probablement. Et le froid les tuerait tous bien avant cela. Amélie se leva lentement et tituba jusqu'à la fenêtre brisée. Elle regarda la tempête déchaînée. Puis elle leva les yeux vers l'endroit où aurait dû se trouver la route, mais elle ne pouvait la distinguer à travers la neige. Elle ferma les yeux et tenta de se remémorer la géographie de la région. Elle avait vécu à Charlevoix toute sa vie. Elle connaissait ses routes, ses montagnes. Si sa mémoire était bonne, il y avait un village à 6 ou 7 kilomètres au nord, Saint-Aimé-des-Lacs. Un petit village, une 50aine d'habitants peut-être, mais avec une église, un poste de secours et des téléphones fonctionnels. 6 ou 7 kilomètres, en pleine tempête de verglas, avec une visibilité quasi nulle, vu son âge, son corps fragile et son arthrite. C'était de la folie, c'était du suicide. Mais quelle était l'alternative ? Rester là à les regarder mourir tous un par un, consumés par le froid. « À quoi penses-tu » l'interrompit la voix de Sophie. Amélie se retourna. La jeune femme la fixait avec une intensité désespérée, comme si elle pouvait lire les réponses dans les yeux de la vieille femme. « Il y a un village au nord », dit lentement Amélie, chaque mot pesant comme du plomb. « Si j'arrive là-bas, je pourrais apporter de l'aide. »« Vous » Sophie la regarda avec incrédulité. « Madame Rousseau, avec tout le respect que je vous dois, vous avez 72 ans. Dans cette tempête, vous ne tiendrez pas 10 minutes dehors. »« Peut-être pas, » acquiesça Amélie. « Mais si nous restons ici, aucun de nous ne survivra jusqu'à la nuit tombée. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le hurlement du vent et les gémissements étouffés de Monsieur Leblanc. Sophie jeta un coup d'œil autour d'elle dans le bus. Les personnes âgées, blessées, le corps du chauffeur, ses propres mains protectrices posées sur son ventre. Puis elle reporta son regard sur Amélie et quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était pas vraiment de l'espoir, mais peut-être la plus infime et la plus fragile des possibilités qui lui restaient. « Tu crois vraiment que tu peux le faire ?» Amélie regarda ses propres mains, vieilles, ridées, tremblantes de froid et d'arthrite. Des mains qui avaient tenu de la craie et des livres, qui avaient caressé les cheveux de son fils quand il était petit, qui avaient enterré un mari, qui n'avaient pas été touchés avec affection depuis des années. Des mains inutiles. Les mains d'une femme rejetée. Et pourtant, « Je ne sais pas, » admit Amélie, « mais je dois essayer. Car que lui restait-il ? Quelle autre option avait-elle que d'abandonner, de se laisser aller et d'attendre la mort ? 3 années passées en maison de retraite lui avaient appris ce que signifiait mourir lentement, jour après jour, sans but, sans valeur. Et maintenant, le destin lui offrait autre chose, la chance de mourir en essayant, de mourir en faisant quelque chose qui comptait. Peut-être cela aurait-il été un échange équitable. Sophie tendit la main et prit celle d'Amélie.
Ses jeunes doigts chauds enveloppèrent les doigts vieux et froids de la vieille dame. « Si vous partez, dit Sophie, la voix étranglée par l'émotion, faites attention. Revenez, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour garder tout le monde en vie ici, toute seule. » Amélie lui serra la main en retour. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous le sommes tous. » Elle n'en était pas sûre, mais elle devait le dire. Elle avait besoin que Sophie y croie, même si elle-même en doutait. Amélie lâcha la main de la jeune femme et commença à se préparer. Il commença par fouiller le bus à la recherche d'un objet utile. Il trouva une trousse de premiers secours dans un tiroir sous le siège du conducteur. Il la tendit à Sophie. « Utilisez ceci pour soigner les blessures, surtout celles de Monsieur Leblanc. » Elle trouva 2 couvertures de survie, de fines feuilles métalliques qui réfléchissaient la chaleur corporelle. Elle en enveloppa une Madame Tremblay, inconsciente. Elle donna l'autre à Sophie. « Restez au chaud. Vous et le bébé avez besoin de chaleur. » Il y avait une lampe de poche dans le compartiment à bagages. Les piles étaient faibles, mais elles fonctionnaient encore. Amen la prit. Et puis, dans la boîte à gants, il trouva quelque chose d'inattendu. Une lettre. Une enveloppe blanche avec un nom écrit d'une élégante calligraphie. « Pour mon fils Édouard. » Les mains d'Amélie se figèrent. Le cœur battant la chamade, elle retourna l'enveloppe. Elle n'était pas scellée. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée. Elle n'aurait pas dû le lire. C'était privé. Cela appartenait au chauffeur, pas à elle. Mais quelque chose me pousse à ouvrir. La lettre était courte. « Édouard, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. J'ai toujours eu peur de mourir seul sur ces routes, et peut-être que cette peur s'est réalisée. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout, que chaque décision que j'ai prise l'a été en pensant à toi. Je sais que nous nous sommes éloignés, que le travail m'a éloigné de toi quand tu avais besoin d'un père. Pardonne-moi, et sache que mon plus grand regret est de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Toujours ton père Bernard Bérubé. » Amélie plia lentement la lettre, les mains tremblantes. Il la remit dans l'enveloppe et la glissa dans la poche du manteau de M. Bérubé. Un autre père et un autre fils séparés. Une autre histoire de regrets silencieux et de mots non dits. Combien de ces histoires ont existé dans le monde? Combien d'Amélie? Combien d'Édouard? Elle repoussa ses pensées. Il n'y avait pas de temps pour philosopher sur les erreurs du passé. Il n'y avait que le présent brutal et la décision qu'elle devait prendre. Amélie enfila la veste la plus épaisse qu'elle put trouver dans le bus, une parka ayant appartenu à M. Bérubé. Elle était trop grande, mais chaude. Elle enroula l'écharpe 3 fois autour de son cou et de sa bouche. Il mit 2 paires de gants. Sophie la regarda en silence, les larmes ruisselant sur son visage. « À votre avis, combien de temps cela prendra-t-il » demanda la jeune femme d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si j'arrive à destination, dit Amélie, et si le village dispose de moyens de communication fonctionnels, les secours pourraient arriver en 2 ou 3 heures. Et si vous ne pouvez pas y arriver ?» Amélie la regarda sans répondre. C'était inutile. Elle connaissait toutes les 2 la réponse. « Madame Rousseau » appela Sophie alors qu'Amélie se dirigeait vers la porte arrière du bus, la seule qui semblait pouvoir s'ouvrir. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » Amélie s'arrêta. La question résonna dans l'espace froid du bus. Pourquoi? Parce qu'elle avait passé 3 ans à attendre la mort et qu'elle en avait assez d'attendre. Parce que, pour la première fois depuis qu'Édouard l'avait abandonnée, quelqu'un avait besoin d'elle. Parce que le docteur Gauthier avait sauvé son fils et qu'elle lui devait une dette qu'elle n'avait jamais remboursée. Parce que Sophie était jeune et enceinte et méritait la chance qu'Amélie n'avait plus. Ou tout simplement parce qu'au final, quand tout le reste disparaît, quand on est dépouillé de sa dignité, de son amour, de son but, il reste encore un choix, être celui qui aide ou celui qui abandonne? Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit finalement Amélie. Puis, avec un demi-sourire amer, il ajouta « et parce que je n'ai plus rien à perdre ». Elle força la porte de derrière. Le métal résista, grinça, mais finit par céder dans un craquement sonore. Le vent rugissait à l'intérieur comme une bête affamée, apportant neige et froid si intenses qu'Amélie avait l'impression que son visage était lacéré par 1000 minuscules lames. Elle se retourna une dernière fois. Sophie se tient le ventre. Monsieur Leblanc gémit de douleur. Madame Tremblay est inconsciente. Madame Dupuis fredonne. Docteur Gauthier est perdu dans ses pensées.
Des vies dépendent d'elle. L'espoir repose sur elle. Amélie Rousseau, la femme abandonnée, l'institutrice oubliée, la mère rejetée. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air glacial lui brûler les poumons. Puis, il sortit dans la tempête. Le froid frappa Amélie comme un coup de poing dès que ses pieds touchèrent de la neige. Ce n'était pas seulement du froid, c'était une force vivante et maléfique, déterminée à lui arracher la moindre parcelle de chaleur. Elle chancela, manquant de tomber aussitôt. La neige était profonde, lui arrivant aux genoux. Chaque pas exigeait un effort colossal, comme marcher dans des sables mouvants gelés. Le vent hurlait autour d'elle, si fort qu'il couvrait tous les autres bruits. C'était comme être à l'intérieur d'une machine gigantesque, un engin de destruction sans fin. De violentes rafales la secouaient de tous côtés, menaçant de la renverser. Amélie se retourna. Le bus était déjà presque invisible, une simple forme sombre et indistincte à travers le voile blanc de la neige. Elle n'avait fait que 10 pas et le distinguait à peine. Une panique glaciale lui étreignit la poitrine. Non, il ne pouvait pas paniquer. La panique tuait tout autant que le froid. Il prit plusieurs grandes inspirations, sentant l'air glacial lui brûler la gorge. Il se força à réfléchir, à se souvenir, à faire un plan. Au nord. Elle devait aller au nord. Mais comment savoir où était le nord quand tout autour de vous n'était qu'une masse blanche et floue? Pas de soleil visible, pas de repères, rien que de la neige. Encore de la neige. Amélie regarda autour d'elle avec désespoir. Puis, à travers la tempête, elle aperçut la silhouette sombre d'un arbre. Un pin massif, courbé sous le poids de la neige et la force du vent. Les pins des Laurentides, se souvenait-elle d'un cours de géographie suivi il y a des décennies, poussent avec leurs branches les plus denses, orientées à l'opposé des vents dominants du nord. Elle s'approcha difficilement de l'arbre, s'enfonçant dans la neige à chaque pas. Elle examina les branches. Oui, il était là. Les plus denses et les plus fournies étaient orientées vers le sud, ce qui signifiait que le nord était derrière elle. Amélie changea de direction et se mit à marcher. Chaque pas était un combat. La neige s'enfonçait sous ses pieds, la forçant à retirer sa jambe avec force pour faire le pas suivant. Ses cuisses la brûlaient, ses poumons la faisaient souffrir, son cœur battait la chamade. Combien de temps s'était écoulé? 5 minutes? 10? Impossible à dire. Le temps était devenu une notion abstraite, dénuée de sens dans cet enfer blanc. Amélie trébucha sur quelque chose de caché sous la neige et tomba à genoux. La chute fut brutale et douloureuse. Ses mains s'enfoncèrent dans la neige jusqu'au coude. Un instant, elle resta là, à genoux, le souffle court et douloureux. Il serait si simple de rester là, immobile. Fermer les yeux. Laisser le froid faire son œuvre. On disait que mourir de froid était presque paisible, qu'on s'endormait tout simplement et qu'on ne se réveillait plus. Ce ne serait pas une mauvaise fin, ce ne serait pas pire que ce qu'elle avait vécu ces 3 dernières années. Mais alors, l'image de Sophie lui apparut. Le visage jeune et pâle, les mains protectrices sur son ventre, les yeux emplis de peur et d'espoir, et le docteur Gauthier, l'homme qui avait sauvé Édouard, qui méritait d'être sauvé à son tour, même s'il ne se souvenait plus pourquoi. Amélie serra les dents et se força à se lever. Ses jambes tremblaient violemment, mais elles obéirent. Il continua à marcher. Le monde se réduisait à une seule et brutale réalité, un pied devant l'autre, répété, encore et encore, sans penser au froid qu'il ne sentait plus dans ses orteils. Ne pensez pas à la douleur atroce que vous ressentez aux genoux. Ne pensez pas au temps qu'il reste. Il suffit de marcher. Un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied. Amélie ne savait pas depuis combien de temps elle marchait lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le vent avait changé de direction. Où était celle qui avait changé de direction? Il s'arrêta, tourna lentement sur lui-même, cherchant à se repérer. Mais tout semblait identique. De la neige, des arbres fantomatiques. Le ciel se confondait avec la terre. Une terreur glaciale, plus glaciale que la tempête, lui envahit les veines. Elle était perdue. Non, 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 non. Amélie se força à respirer, à ne pas paniquer. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément un point de repère, un indice. Et puis, à travers la neige tourbillonnante, il aperçut quelque chose, une forme sombre. Pas un arbre, quelque chose d'artificiel. Avec une énergie renouvelée née du désespoir,
Elle se précipita vers lui. C'était un poteau, un vieux poteau en bois penché, à moitié recouvert de neige. Et accroché à celui-ci, partiellement visible, se trouvait un panneau en métal rouillé avec une flèche pointant vers la gauche. Amélie enleva la neige du panneau avec ses mains gantées. Les lettres étaient effacées, mais encore lisibles. Saint-Aimé-des-Lacs, 5 au kilomètre. 5 kilomètres. Elle regarda dans la direction de la flèche. Elle s'était trompée de chemin. Elle avait perdu un temps précieux. Mais maintenant je savais où j'étais. Je savais où aller. 5 kilomètres. Combien de pas y avait-il pour 5 kilomètres? 6 000, 7 000. Peu importait. Elle leur aurait tous donné. Amélie ajusta sa direction en suivant la flèche et continua. Le froid commençait à lui jouer des tours. Elle distinguait des formes dans la neige tourbillonnante, des visages, des gens qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle vit son mari, Marcel, marcher à ses côtés, souriant comme il le faisait habituellement le dimanche matin. « Tu as toujours été têtue, Amélie », dit-il de cette voix chaleureuse qu'elle n'avait pas entendue depuis 5 ans. « C'est pour ça que je t'aimais. »« Je sais, » murmura-t-elle en réponse, la voix étouffée par l'écharpe glacée. « Tu me manques. » Mais lorsqu'elle cligna des yeux, il avait disparu. Il ne restait plus que la neige. Elle revit sa grand-mère, mémé Colette, qui lui avait appris à lire à l'âge de 5 ans, lui ouvrant tout un monde d'histoires et de possibilités. « Continue, ma petite, » murmura la vieille femme. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu l'as toujours été. » Amélie savait que c'étaient des hallucinations. L'hypothermie commençait à affecter son cerveau. Mais elle s'en fichait. Ses visions lui tenaient compagnie. Elles étaient plus réconfortantes que la solitude. Il ne sentait plus rien dans ses pieds, ses doigts non plus. La douleur à ses genoux s'était estompée, laissant place à un vague engourdissement. Elle tomba de nouveau. Cette fois, se relever fut bien plus difficile. Ses jambes refusèrent de répondre. Elle dut s'appuyer contre un arbre voisin et se hisser de toutes ses forces. Combien de kilomètres encore? 4? 3? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Amélie poursuivit. Le monde commença à se brouiller sur les bords. Sa vision s'assombrissait et s'éclaircissait par vagues. Son corps lâchait prise, puisant dans ses dernières réserves d'énergie pour la maintenir suffisamment au chaud pour survivre. Elle trébucha de nouveau, mais cette fois-ci, elle ne tomba pas complètement. Elle s'appuya contre un arbre, respirant par à-coups courts et rapides. Alors c'est tout, c'est comme ça que ça s'est terminé. Seule sur une montagne gelée, à quelques kilomètres seulement des secours, mais impossible à atteindre? Non. Le mot lui a échappé, avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait parlé. Non, répéta-t-il plus fort cette fois, sa voix défiant le vent hurlant. Je n'abandonnerai pas. Parce que Sophie attendait. Le docteur Gauthier attendait. Ils attendaient tous. Et surtout, elle prouvait quelque chose. À elle-même. Au fils qui l'avait abandonnée. Au monde qui avait décidé qu'elle ne valait plus rien. Elle avait de la valeur. Sa vie avait un sens. Même si ce n'était que ça, cette dernière traversée de cet enfer glacé était tout de même quelque chose. Elle comptait encore. Amélie s'éloigna de l'arbre et continua son chemin. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé lorsqu'elle a vu la lumière. Au début, il crut à une nouvelle hallucination. Mais il cligna des yeux encore une fois, et la lumière était toujours là. Une lumière chaude et jaune qui perçait la tempête comme une étoile filante. Une fenêtre, une maison. Amélie sentit quelque chose exploser dans sa poitrine, de l'espoir, un espoir pur et irrésistible. Elle courait, ou du moins, elle essayait. Ses pieds trébuchaient, ses jambes répondaient à peine, mais elle avançait, plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis des heures. La lumière s'intensifia, et puis elle vit, non pas une seule maison mais plusieurs. Les formes sombres des bâtiments se détachaient sur la neige. Une rue étroite, une église surmontée d'une croix métallique. Saint-Aimé-des-Lacs. Elle avait réussi. Amélie trébucha dans l'étroite rue du village. Des gens luttaient contre la tempête, des silhouettes encapuchonnées courant d'un bâtiment à l'autre. Un homme l'aperçut et s'arrêta brusquement. « Mon Dieu, madame, tout va bien ?» Amélie essaya de parler, mais ses cordes vocales étaient paralysées. Sa bouche était incapable de former correctement les mots. L'homme a couru vers elle et l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe. « Pierre, Hélène, venez vite ! Il y a quelqu'un !» D'autres personnes apparurent. Des mains la retenaient, des voix parlaient toutes en même temps.
Qui est-elle? D'où vient-elle? Il fait un froid de canard. Amélie agrippa le manteau du premier homme avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. Elle parvint à articuler les mots avec difficulté, chaque syllabe étant une véritable torture. Oh, bus, accident, ligne 318. Des gens, blessés, enceintes, ont besoin d'aide. Puis ses jambes ont flanché et tout est devenu noir. Quand Amélie reprit conscience, elle était allongée près d'un feu de cheminée crépitant. D'épaisses couvertures la recouvraient. Une femme d'âge mûr aux cheveux gris tenait une tasse de boisson chaude près de ses lèvres. « Buvez, madame, lentement. » Le liquide était du chocolat chaud, si sucré et si chaud qu'il lui brûlait la bouche, mais c'était la chose la plus merveilleuse qu'elle ait jamais goûtée. Comme les gens dans le bus, parvint à dire Amélie d'une voix rauque. « Vous avez besoin... » « On a déjà envoyé des secours, » interrompit doucement la femme. « Dès que vous avez perdu connaissance, mon mari a appelé les urgences. Ils ont dépêché des équipes de secours avec des motoneiges. Ils devraient arriver d'ici peu. » Des larmes brûlantes commencèrent à couler sur le visage figé d'Amélie. Des larmes de soulagement, d'épuisement, d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Vous avez sauvé ces gens, » dit la femme en caressant les cheveux d'Amélie. « Vous avez traversé l'une des pires tempêtes de ces dernières années. Les hommes du village disent que c'est un miracle que vous ayez survécu. » Amélie ferma les yeux. Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait épuisée, brisée, vieille. Mais pour la première fois en 3 ans, elle se sentait vivante. Vraiment vivant. Amélie se réveilla dans une petite pièce inconnue. Prise d'une panique soudaine et désorientée, elle ne sut plus où elle était. Les murs étaient en bois sombre. Une fenêtre était ornée de rideaux de dentelle blanche. Et une odeur de pain et de fumée de bois emplissait l'air. Alors tout est revenu en un torrent de souvenirs. L'accident, la tempête, la marche interminable à travers cet enfer blanc. Il tenta de se redresser, mais son corps protesta violemment. Chaque muscle le faisait souffrir comme s'il avait reçu des coups. Ses mains et ses pieds étaient bandés. Il sentait les picotements douloureux dus au retour de la circulation sanguine dans ses doigts qui avaient frôlé l'engelure. La porte s'ouvrit doucement et la même femme aux cheveux gris qu'auparavant entra, portant un plateau de soupe fumante. « Ah, vous êtes réveillé, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Comment vous sentez-vous »« Comme si j'avais été percutée par un train, » répondit honnêtement Amélie, la voix encore rauque. La femme laissa échapper un petit rire. « J'imagine. Vous avez dormi près de 12 heures. Je m'appelle Hélène Bouchard, voici ma maison. Vous êtes à Saint-Aimé-des-Lacs. »« Les gens dans le bus, » dit aussitôt Amélie, en essayant de se redresser malgré la douleur. « Sophie, le bébé, les personnes âgées, que leur est-il arrivé ?» Hélène posa le plateau sur une petite table de chevet et aida Amélie à s'installer confortablement contre les oreillers. « Tout le monde a été secouru. L'équipe est arrivée une 40aine de minutes après ton malaise. Ils sont venus en motoneige et avec un véhicule de secours spécial. »« Et sont-ils vivants? Tous ?» Hélène hésita et le cœur d'Amélie se serra. « Madame Tremblay n'a pas survécu, » dit doucement Hélène. Sa blessure à la tête était très grave. Elle est décédée à l'hôpital de la Malbaie quelques heures après le sauvetage. Mais les autres sont en vie grâce à vous. Amélie ferma les yeux. Madame Tremblay. La femme obèse et diabétique, qui n'avait jamais rien fait d'autre qu'exister en silence dans l'asile, invisible comme toutes les autres. À présent, elle était partie. Et Sophie, la jeune femme enceinte? Elle était en travail quand ils sont arrivés à l'hôpital, répondit Hélène. Mais les médecins ont réussi à la stabiliser. Le bébé est né 3 jours plus tard. Prématuré, bien sûr, mais en bonne santé. Une fille, 2,5 kg. Un soulagement si intense submergea Amélie qu'elle sentit de nouvelles larmes lui monter aux yeux. Dieu merci. Elle veut te parler, ajouta Hélène. Sophie. Elle a appelé plusieurs fois pour prendre de tes nouvelles. Elle a dit qu'elle tenait à te remercier en personne. Amélie secoua la tête, mal à l'aise avec l'idée de gratitude. Je n'ai rien fait que n'importe qui n'aurait pas fait. Hélène la regarda avec une expression étrange, entre admiration et tristesse. Madame Rousseau, vous avez 72 ans. Vous avez parcouru plus de 6 kilomètres dans une tempête meurtrière que même des hommes jeunes et forts auraient craint d'affronter. Vous avez sauvé 6 vies. Ce n'est rien. Avant qu'Amélie puisse répondre, des voix se firent entendre en bas.
Des pas qui montèrent l'escalier. Hélène alla à la porte et revint quelques instants plus tard accompagnée d'un homme en uniforme. Il était jeune, peut-être 35 ans, avec des cheveux courts et foncés et des yeux d'un bleu intense. Il portait un insigne de la Sûreté du Québec. « Madame Rousseau », dit-il en ôtant respectueusement son chapeau, « je suis le sergent Martin Dubois. Je suis venu recueillir votre déposition concernant l'accident, si vous le souhaitez. » Amélie hocha la tête et passa les 20 minutes suivantes à tout raconter. Le voyage, la tempête, l'accident, sa décision d'aller chercher de l'aide. La sergente prenait des notes minutieuses dans un petit carnet. Lorsqu'elle eut terminé, il la regarda avec une expression qui semblait exprimer un respect sincère. « Madame, ce que vous avez fait est extraordinaire. La tempête de ce matin-là était l'une des pires qu'ait connue Charlevoix depuis des décennies. On nous a signalé des arbres déracinés, des lignes électriques à terre et des routes complètement impraticables. Et vous avez traversé tout cela à pied. Je n'avais pas le choix, a simplement déclaré Amélie. Il y a toujours le choix, répondit le sergent. Vous auriez pu rester dans le bus, vous auriez pu attendre, mais vous ne l'avez pas fait, et c'est ce qui a tout changé. Il referma son carnet et se leva. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Nous essayons de contacter les familles de tous les passagers, les proches de Monsieur Gauthier, Madame Dupuis, Monsieur Leblanc, et aussi votre propre fils. Le cœur d'Amélie rata un battement. Édouard ? Oui, Édouard Rousseau. Nous avons une adresse à Montréal, mais le téléphone n'est plus en service. Nous enverrons quelqu'un sur place. Ne t'inquiète pas, dit rapidement Amélie, peut-être trop rapidement. Il est occupé, il a sa propre vie. Il n'a pas besoin de... Madame, interrompit doucement le sergent, votre fils doit savoir que vous avez failli mourir, que vous avez sauvé des vies. Il doit le savoir. Après son départ, Amélie se retrouva seule avec ses pensées. L'idée qu'Édouard puisse découvrir la vérité, voire venir la voir, éveillait en elle des sentiments mêlés. Peur, espoir, colère, désir. Pourrait-il la regarder maintenant? S'en soucier? Ou n'était-elle encore qu'un fardeau encombrant dont il s'était débarrassé et qu'il avait oublié? 2 jours plus tard, Amélie était assez forte pour recevoir des visites. Hélène et son mari Pierre avaient insisté pour qu'elle reste chez eux jusqu'à sa guérison complète, refusant de la laisser retourner à la maison de retraite. « Tu es un héros », avait déclaré Pierre avec fermeté. « Les héros ne retournent pas dans des endroits misérables. » Sophie a été la première à venir. La jeune femme entra lentement, avec précaution, comme si Amélie était de verre. Elle avait changé. Toujours pâle, toujours fragile, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Une lumière qui n'y avait jamais été. « Madame Rousseau », dit Sophie d'une voix tremblante. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé ma fille. » Amélie tendit la main et Sophie la serra fermement. « Comment va-t-elle? Le bébé? »« Parfait, » dit Sophie en souriant malgré ses larmes. « Petite, mais forte. Les médecins disent qu'elle ira bien. Ils nous laisseront sortir de l'hôpital la semaine prochaine. »« Comment l'appellerez-vous » Sophie regarda Amélie droit dans les yeux. « Amélie, si tu me le permets, je voudrais donner à cet endroit ton nom. » L'émotion qui submergea Amélie était si forte qu'elle resta muette pendant plusieurs secondes. Son nom qui perdure, vivant à travers un nouvel enfant, une nouvelle vie. Ce serait un honneur, a-t-elle finalement réussi à dire. Sophie resta encore 1 heure, racontant les histoires des autres survivants. Monsieur Leblanc était au bloc opératoire, mais les médecins étaient optimistes. Madame Dupuis, que la démence empêchait de comprendre le danger, se portait bien. Le docteur Gauthier avait été transféré dans un établissement plus adapté où il recevait des soins appropriés. « Et toi ?» demanda Amélie. « Comment s'est passé ton travail à la maison de retraite? Tu es trop jeune pour avoir choisi cet endroit. » Le visage de Sophie s'assombrit. « Je n'avais pas le choix. C'est le seul endroit qui m'a accepté enceinte et célibataire. Le père de l'enfant, il m'a quitté quand il l'a appris. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Et ma famille, ils m'ont mise à la porte. Ils ont dit que j'avais déshonoré la famille. » Amélie ressentit une vive douleur de reconnaissance. Une autre femme abandonnée, une autre âme rejetée. « Tu n'es pas seule, » dit Amélie d'un ton ferme. « Tu ne seras plus jamais seule. » Et à ce moment-là, elle prit une décision. Une fois sortie de là, quand le calme serait revenu, elle aiderait Sophie,
d'une manière ou d'une autre. Elle ne savait pas encore comment, mais elle trouverait un moyen. La deuxième visite eut lieu 3 jours plus tard, et elle fut totalement inattendue. Amélie était assise dans le salon d'Hélène, regardant par la fenêtre le paysage enneigé, lorsqu'elle entendit frapper urgent à la porte, des voix étouffées, puis des pas rapides. La porte de la pièce s'ouvrit brusquement, et un homme entra. Grande, mince, avec des cheveux noirs commençant à grisonner aux tempes, des yeux bruns qu'elle connaissait aussi bien que les siens, un visage qu'elle avait vu grandir de l'enfance à l'âge adulte. « Édouard, votre fils. » Amélie sentit l'air lui manquer. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Ils se contentèrent de se regarder à travers l'espace qui les séparait, un espace bien plus vaste que les quelques mètres qui les séparaient physiquement. Édouard avait changé. Plus âgé, bien sûr. Il avait 43 ans maintenant, mais il y avait plus. De profondes rides de stress marquaient son visage. Il avait des cernes sous les yeux, et dans son regard, une sorte de fatalité. « Maman », finit-il par dire, la voix brisée par ce mot. Amélie ne put répondre. Tous les mots qu'elle avait répétés mentalement pendant 3 ans, toutes les accusations, toutes les supplications, tout s'était évaporé. Édouard franchit l'espace qui les séparait en 3 grandes enjambées et tomba à genoux près de sa chaise. « Maman, je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Et puis, il s'est mis à pleurer. Des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Il enfouit son visage dans ses genoux, comme il le faisait enfant, hanté par des cauchemars. Les mains d'Amélie restèrent un instant suspendues dans le vide, hésitantes. Puis, lentement, elle les abaissa et commença à caresser ses cheveux. « Édouard, murmura-t-elle, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu disparu ?» Il leva le visage, rouge et ruisselant de larmes. « Parce que je suis un lâche, parce que Céline a dit que c'était elle ou toi et j'ai choisi elle. Et puis quand j'ai compris mon erreur, quand j'ai compris ce que j'avais fait, je n'ai pas pu te regarder en face. Je n'ai pas pu admettre à quel point j'avais été cruelle. Tu m'as abandonné, dit Amélie, et les mots sortirent de plus durs qu'elle ne l'avait voulu. 3 années de souffrance condensées en ces 3 mots. Je sais, dit-il, la voix brisée. Je sais, et ça m'a anéanti. Mon mariage s'est terminé il y a 6 mois. Céline m'a quitté, elle a tout pris. Elle disait que j'étais un homme incapable d'aimer, incapable de prendre soin des autres. Et elle avait raison. Il lui tenait les mains, ses mains bandées qui avaient traversé la tempête. « Maman, je t'ai cherché. Il y a 2 mois, j'ai commencé à te chercher. Je suis allé à la maison de retraite et ils m'ont dit que tu y étais. Mais quand j'ai demandé à te voir, ils ont dit que tu ne voulais pas de visite. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais, que j'avais trop attendu. » « Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de visiteurs, » répondit Amélie en fronçant les sourcils. « Jamais. » Édouard semblait perplexe. Mais ils ont dit... Soudain, la compréhension lui apparut. Ils ont menti. Il ne voulait tout simplement pas être dérangé par des visiteurs. La colère traversa son visage, puis s'estompa, laissant place à une expression plus douce. « Ça n'a plus d'importance. Quand la police m'a retrouvé, quand ils m'ont parlé de l'accident, de ce que tu as fait, Il marqua une pause, secouant la tête. « J'ai cru t'avoir perdu. J'ai cru que tu étais mort et que je ne pourrais jamais te dire à quel point je suis désolé. » Amélie regarda le fils qu'elle avait élevé seule après la mort de Marcel, le garçon qu'elle avait allaité, à qui elle avait appris à lire, qu'elle avait réconforté dans ses cauchemars et ses chagrins. L'homme qui avait grandi et était devenu un étranger. Une partie d'elle voulait le repousser, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une infime partie de la douleur qu'elle avait endurée. Lui faire payer son abandon. Mais une autre partie, celle qui avait traversé la tempête, celle qui avait choisi de sauver des inconnus alors qu'elle aurait pu abandonner, cette partie savait autre chose. La vie est trop courte pour la gaspiller en ressentiment. Trop fragile pour être empoisonnée par l'amertume. Tu es là maintenant, dit-elle finalement. C'est ce qui compte. Édouard est resté à Saint-Aimé-des-Lacs pendant 1 semaine entière. Il avait pris un congé, laissé tout à Montréal et était resté. Au début, leur conversation était tendue, ponctuée de silences pesants et de non-dits qui planaient comme des fantômes. Il y avait tant à déterrer, tant de blessures à rouvrir avant qu'elles puissent commencer à guérir. Mais lentement, heure après heure, jour après jour, quelque chose commença à changer. Édouard s'assit au chevet d'Amélie pendant sa convalescence et ils discutèrent.
Non pas des conversations superficielles et polies qui avaient caractérisé leurs dernières années ensemble, mais de vraies conversations, brutes, sincères. Il lui raconta son mariage raté, comment Céline, dès le départ, l'avait contrôlé, l'isolant peu à peu de tous ceux qu'il aimait. Comment il l'avait laissé faire parce que c'était plus facile que de se battre. Comment la culpabilité d'avoir abandonné Amélie était devenue un fardeau quotidien, empoisonnant chaque instant de joie qu'il tentait de ressentir. « Je me suis persuadé que tu étais mieux sans moi », dit Édouard un soir, assis dans le fauteuil près de la fenêtre de la chambre, le clair de lune éclairant son visage. « Que j'étais un fardeau, que ma présence ne ferait qu'accroître ta souffrance. » Mais c'était un mensonge. C'était juste de la lâcheté, une fuite devant ma propre honte. Amélie écoutait en silence. Une partie d'elle était encore furieuse, encore blessée. Mais une autre partie commençait à comprendre. On fait tous des erreurs. On fait de mauvais choix. On blesse ceux qu'on aime. Et parfois, s'ils avaient de la chance, ils pouvaient le réparer. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Édouard un après-midi, la fixant intensément. « Pourquoi es-tu sortie dans cette tempête ? Tu aurais pu mourir, maman. Tu aurais probablement dû mourir. » Amélie resta longtemps silencieuse, réfléchissant à la question. C'était une question qu'elle s'était posée elle-même à maintes reprises depuis que tout avait commencé. « Parce que pendant 3 ans, répondit-elle finalement, j'ai vécu sans but. Chaque jour était identique au précédent. Je me réveillais, j'existais et je me rendormais. Il n'y avait aucune raison d'être en vie, si ce n'est le simple fait biologique que mon cœur continuait de battre. » Elle regarda par la fenêtre le paysage blanc qui s'étendait à l'extérieur. La tempête était passée depuis des jours, et maintenant le monde était recouvert d'une couche sereine de neige immaculée qui scintillait au soleil. « Et puis ce moment est arrivé, » a-t-il poursuivi, où j'étais là dans ce bus accidenté à regarder ces gens qui avaient besoin d'aide. Et j'ai réalisé qu'enfin, après si longtemps, quelqu'un avait besoin de moi. Ma vie avait retrouvé un sens. Même si ce n'était que pour cet instant, même si cela m'avait tout coûté, ça en valait la peine. Édouard essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Tu as toujours été la personne la plus forte que j'ai jamais connue. J'aurais seulement souhaité avoir hérité ne serait-ce que de la moitié de cette force. » « La force, » dit Amélie avec un sourire amer, « ce n'est pas de ne jamais tomber, mon fils. C'est de se relever après être tombé. Et tu es là maintenant. C'est déjà se relever. » Une semaine après l'arrivée d'Édouard, le docteur Gauthier eut un rare moment de lucidité. Amélie et Édouard étaient allés lui rendre visite au centre de soins spécialisés où il se trouvait désormais, un établissement infiniment supérieur à la résidence du fleuve. C'était un endroit lumineux et propre, avec des infirmières attentionnées et un jardin enneigé que l'on pouvait apercevoir par les grandes fenêtres. Le médecin était assis dans un fauteuil confortable près de la fenêtre lorsqu'ils entrèrent. Amélie s'attendait au regard vide et à l'expression absente qui lui était devenue familier. Mais lorsqu'il leva les yeux et la vit, une lueur s'alluma dans son regard. De la reconnaissance. « Madame Rousseau ?» dit-il avec hésitation, comme s'il pêchait un souvenir au fond d'un puits profond et obscur. Amélie sentit son cœur s'emballer. « Oui, docteur Gauthier, c'est moi. » Il cligna des yeux à plusieurs reprises, fronçant les sourcils, concentré. « Tu étais dans le bus. L'accident. Tu m'as sauvé. J'ai essayé, » dit doucement Amélie en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Nous avons tous essayé de nous sauver. » Le médecin regarda Édouard, l'examinant. « Et vous, je vous connais. Édouard Rousseau, » dit-il en lui tendant la main. « Vous m'avez sauvé la vie quand j'avais 3 ans. J'avais une pneumonie. » Les yeux du médecin s'écarquillèrent. Le souvenir si longtemps resté enfoui émergea du brouillard. Le petit garçon, le petit Édouard, avec une forte fièvre. Nous avons passé toute la nuit. Je me souviens. Il regarda tour à tour la mère et le fils, et un sourire lent et triste se dessina sur son visage ridé. « Quelle étrange ironie, » murmura-t-il. « J'ai sauvé votre fils. Vous m'avez sauvé. La vie a une drôle de façon de boucler la boucle, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est le cas, » acquiesça Amélie, d'une manière à laquelle nous ne nous attendions jamais. Le médecin tendit sa main tremblante et prit celle d'Amélie. « Merci. De ne pas m'avoir laissé mourir seul sur cette montagne. De vous être soucié d'un vieil homme qui ne se souvenait même plus de son nom. Chacun mérite qu'on se souvienne de lui, » dit doucement Amélie. « Chacun mérite d'avoir de l'importance.
Cette lucidité fut de courte durée. Quelques minutes plus tard, le docteur Gauthier retombait dans son état de confusion, regardant par la fenêtre et parlant à des personnes invisibles. Mais ces quelques minutes avaient suffi. C'était un cadeau. C'est Édouard qui amena Sophie rendre visite à Amélie une semaine plus tard. La jeune femme portait un petit paquet précieux, enveloppé dans des couvertures rose pâle. « Madame Rousseau, » dit Sophie avec un sourire radieux, « je voudrais vous présenter votre homonyme. » Elle déposa délicatement le bébé dans les bras d'Amélie. La petite Amélie était minuscule, avec un visage rose et ridé et les yeux clos. Ses minuscules doigts agrippèrent le doigt d'Amélie avec une force surprenante. Amélie regarda ce petit visage et sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les larmes que j'avais retenues, toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des années, tout remonta à la surface d'un coup. Elle pleurait. Elle pleurait pour la vie que cet enfant avait devant lui. Elle pleurait pour la vie qu'elle avait failli perdre. Elle pleurait pour les années gâchées, les occasions manquées, la douleur et la solitude qu'elle avait portée comme une croix. Et elle pleura de soulagement, parce qu'elle était vivante, parce qu'elle avait compté, parce qu'au final, quand c'était vraiment important, elle avait fait la différence. « Elle est parfaite », murmura Amélie lorsqu'elle parvint enfin à parler. « Absolument parfaite. » Sophie regarda Édouard qui observait la scène avec une expression mêlant tristesse et espoir. « Monsieur Rousseau, » dit Sophie avec hésitation, « votre mère et moi avons parlé et, eh bien, elle m'a été d'un grand secours ces derniers jours. Non seulement elle m'a sauvé la vie, mais elle m'a aussi donné des conseils, m'a aidé à trouver un meilleur appartement et m'a mise en contact avec des programmes d'aide. » Édouard hocha la tête, perplexe quant à la tournure que prenèrent les événements. Sophie prit une profonde inspiration. « Je me demandais, vous deux, si vous aimeriez être les parrains et marraines de la petite Amélie. Je n'ai pas de famille. Mes parents m'ont rejeté. Et vous deux, vous êtes les seules personnes qui se soient souciées de moi. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Édouard regarda sa mère qui tenait toujours le bébé, puis Sophie, si jeune et vulnérable, offrant ce précieux lien. « Ce serait un honneur, » dit-il, la voix brisée. « Oui, » acquiesça Amélie en regardant le bébé qui portait son nom. « Oui, ce serait un honneur. » Et ainsi, sans planification, sans grande déclaration, une nouvelle famille commença à se former. Non pas une famille traditionnelle, sans lien du sang ni du mariage, mais quelque chose de plus profond. Une famille forgée dans l'épreuve, unie par la survie partagée et le choix conscient de prendre soin les uns des autres. Un mois après l'accident, une petite cérémonie a eu lieu au centre communautaire de Saint-Aimé-des-Lacs. Le village avait décidé d'honorer Amélie. Le maire, un homme robuste d'une 60aine d'années nommé Claude Tremblay, prononça un discours sur le courage et le sacrifice. Le journal local publia l'histoire, et bientôt d'autres journaux s'en emparèrent. L'héroïne de 72 ans de Charlevoix fit la une des journaux dans tout le Québec. Amélie se sentait très mal à l'aise sous tous ses regards. Elle avait fait son devoir, rien de plus. Mais Hélène la convainquit d'y aller, lui disant que les gens avaient besoin de héros, surtout de héros improbables comme une institutrice à la retraite que le monde avait mise au banc. La salle était pleine à craquer. Des habitants de Saint-Aimé-des-Lacs, des journalistes, des curieux. Et, chose surprenante, les survivants. Sophie était là avec la petite Amélie. Monsieur Leblanc était en fauteuil roulant, la jambe encore plâtrée, mais arborait un large sourire. Même Madame Dupuis avait été amenée, accompagnée d'une infirmière, fredonnant toujours doucement. Quand Amélie reçut la plaque commémorative des mains du maire, elle contempla toutes ces personnes, les visages qu'elle connaissait désormais si bien, le fils qu'elle avait retrouvé, la jeune mère et son bébé, symbole d'un avenir nouveau. Et il a compris quelque chose de profond. Pendant 3 ans, elle avait cru que sa vie était finie, qu'elle n'avait plus rien à offrir, qu'elle n'était qu'un fardeau, quelqu'un qui attendait la mort. Mais je me suis trompé, sa vie ne s'était pas arrêtée à la maison de retraite, elle s'était simplement suspendue, dans l'attente de ce moment. Dans l'attente de prouver que la valeur ne se mesure ni à la jeunesse, ni à la force, ni à l'indépendance. La valeur naît des choix, de la décision, même quand tout semble perdu, de continuer à se battre pour quelque chose, de continuer à aimer quelqu'un. « Merci », dit-elle dans le micro, d'une voix désormais assurée, « mais je ne suis pas une héroïne,
Je suis juste une femme qui a refusé d'abandonner. Et s'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux. On n'est jamais trop brisé pour changer les choses, pour compter, pour choisir de vivre au lieu de simplement exister. Les applaudissements qui ont suivi étaient assourdissants. 3 mois après l'accident, Amélie se tenait sur le seuil d'un petit appartement à Baie-Saint-Paul, contemplant l'intérieur vide qui allait bientôt se remplir de vie. Ce n'était pas grand. 2 chambres modestes, un salon avec des fenêtres donnant sur le fleuve São Lourenço, une petite cuisine fonctionnelle. Mais c'était chez elle, vraiment chez elle. Édouard avait insisté pour l'acheter. « Ce n'est pas de la charité, maman », avait-il dit lorsqu'elle avait protesté. « C'est le moins que je puisse faire après 3 ans. S'il te plaît, laisse-moi faire. » Et Amélie, à sa propre surprise, avait accepté. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle apprenait quelque chose de nouveau. Accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, c'était simplement une façon d'appartenir à une famille, à une communauté. C'était donner aux autres l'occasion de témoigner de l'amour, chacun à sa manière. Sophie apparut sur le seuil, portant la petite Amélie dans un porte-bébé contre sa poitrine. « Le camion de déménagement est arrivé », annonça-t-elle. « Tes affaires de la maison de retraite sont là. » Les affaires d'Amélie tenaient dans 3 boîtes. 3 boîtes pour 72 années de vie. C'était une réalité déprimante, mais Amélie avait décidé de ne pas s'attarder sur ce qui lui manquait. Elle préférait se concentrer sur l'avenir. Édouard entra en portant l'une des caisses, suivi de Pierre Bouchard, le mari d'Hélène, devenu un ami cher. Derrière eux arrivait le jeune sergent Dubois, qui s'était porté volontaire pour aider pendant son jour de congé. « Où veux-tu que je pose ça, maman ?» demanda Édouard en soulevant la boîte. « Dans la plus grande pièce » répondit Amélie. Puis, hésitante, elle ajouta « Ta chambre ». Édouard s'arrêta net. « Ma chambre ?»« Je pensais... Enfin, vous avez dit avoir besoin d'un endroit où loger le temps de vous réinstaller à Montréal. Et cet appartement a 2 chambres. Alors, elle laissa sa phrase en suspens, soudain prise d'inquiétude. Serait-ce trop? Trop rapide? Ils avaient reconstruit tant de choses ces derniers mois, mais il restait des blessures. Il restait encore du travail à faire. Édouard posa la boîte par terre et traversa l'espace qui les séparait. Il serra sa mère fort dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule comme il le faisait enfant. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me donner une autre chance. » Les premiers jours dans l'appartement ont été une période d'adaptation. Amélie avait vécu seule pendant si longtemps, et avant cela dans une maison de retraite où l'intimité était un rêve, que partager l'espace avec quelqu'un lui paraissait étrange. Mais c'était une étrangeté agréable. Entendre les pas d'Édouard le matin en préparant le café, retrouver ses affaires éparpillées dans la chambre, les conversations à table, tantôt profondes, tantôt simplement futiles. C'était normal. C'était la vie. Sophie était elle aussi devenue une présence constante. Elle venait presque tous les jours avec la petite Amélie. La jeune mère avait trouvé un meilleur emploi dans un hôpital de la Malbaie, avec des horaires plus raisonnables et un salaire décent. Elle économisait pour reprendre ses études et terminer sa formation d'infirmière diplômée. « Tu m'inspires », dit Sophie un après-midi, tandis qu'elle prenait le thé dans le salon d'Amélie. Le bébé dormait paisiblement sur les genoux d'Amélie, qui caressait doucement ses cheveux fins. « Voir tout ce que tu as accompli, comment tu n'as pas baissé les bras même quand tout semblait perdu, me donne l'espoir de pouvoir tout faire. »« Tu peux le faire », dit Amélie avec conviction. « Tu es jeune, intelligente et résiliente. Le monde t'appartient. »« Et toi ?» demanda Sophie. « Que va-t-il se passer ensuite? Quel est le prochain chapitre ?» C'était une bonne question. Amélie y avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, elle avait été définie par des rôles. Épouse, mère, enseignante. Et lorsque ces rôles lui ont été retirés ou ont pris fin, elle s'est sentie vide, sans but. Mais maintenant, je me rends compte que je n'avais pas besoin d'un rôle défini. On n'a pas besoin d'un titre ou d'une position pour avoir de la valeur. « Je veux vivre », répondit simplement Amélie. Vivre pleinement. Pas seulement exister, mais faire l'expérience, ressentir, connecter. Et c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle avait rejoint le club de lecture local, où des femmes de tous âges se réunissaient chaque semaine pour discuter de livres. Amélie y a redécouvert son amour pour la littérature, pour l'analyse approfondie et pour les débats intellectuels.
Elle avait été bénévole à la bibliothèque municipale, aidant des enfants ayant des difficultés de lecture. Voir leur visage s'illuminer lorsqu'ils déchiffraient enfin un mot difficile lui procurait une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Et, plus important encore, il avait commencé à écrire. Des mémoires, au départ. Juste pour elle-même. Mais Hélène avait lu quelques pages qu'Amélie avait laissées par inadvertance sur la table et avait insisté pour qu'elle les publie. « Les gens ont besoin d'entendre ton histoire », avait dit Hélène. « Pas seulement le sauvetage, mais tout. Le vieillissement, l'oubli, la force retrouvée quand on pensait n'avoir plus rien, c'est important. » Amélie hésitait à publier, mais elle a continué d'écrire. Et en mettant ses expériences par écrit, elle a pu les assimiler, guérir et comprendre. 6 mois après l'accident, Amélie reçut un appel téléphonique auquel elle ne s'attendait pas. Il était apparenté au docteur Gauthier. Son fils, un homme nommé Thomas qui vivait à Toronto, avait finalement réussi à venir à Québec pour rendre visite à son père. « Madame Rousseau », dit Thomas au téléphone, la voix chargée d'émotion. « Mon père a eu un autre moment de lucidité hier, et il m'a parlé de vous, de ce que vous avez fait. Il n'a pas besoin de... » commença Amélie. « S'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompit doucement Thomas. « Je n'en avais aucune idée. Je ne savais rien de l'accident, ni des risques que tu as pris. J'étais absorbé par ma vie, trop occupé pour venir souvent. Et puis mon père a failli mourir, et je n'aurais peut-être jamais eu la chance de lui dire au revoir. » Amélie reconnut dans ses paroles l'écho de sa propre histoire. Combien d'enfants et de parents étaient dans ce cas, séparés non par la haine, mais par la vie, par le tourbillon des activités, par la conviction qu'il y aurait toujours plus de temps. « J'aimerais vous rencontrer, » poursuivit Thomas. « J'aimerais vous parler de quelque chose. Mon père a toujours évoqué l'idée de créer une fondation pour aider les personnes âgées délaissées. Il avait mis de l'argent de côté avant que sa maladie ne s'aggrave. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, je veux honorer son souhait. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne, qui ait vécu cette réalité. Quelqu'un comme vous. » C'est ainsi qu'Amélie se retrouva, à 72 ans, à se lancer dans une nouvelle voie totalement inattendue. La Fondation Gauthier a été créée 6 mois plus tard. Son objectif, améliorer les conditions de vie dans les maisons de retraite de toute la province de Québec, fournir des ressources aux personnes âgées abandonnées et créer des programmes de liens intergénérationnels. Amélie est devenue consultante, utilisant son expérience à la résidence du Fleuve pour identifier les problèmes, proposer des solutions et donner une voix aux sans-voix. C'était un travail difficile, parfois frustrant. Le système était complexe, la bureaucratie étouffante, et il y avait tant d'endroits comme la résidence du Fleuve, tant de personnes âgées oubliées dans des recoins sombres. Mais c'était aussi significatif. Cela comptait. Et Amélie découvrit qu'elle avait un don pour cela. Des décennies d'enseignement de la littérature lui avaient donné des aptitudes à communiquer. Son expérience personnelle lui conférait de la crédibilité. Et la traversée de la tempête lui avait apporté quelque chose de plus, la certitude absolue qu'elle était capable de choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. 1 an après l'accident, une petite réunion a eu lieu dans l'appartement d'Amélie. C'était le premier anniversaire de la petite Amélie, et Sophie avait insisté pour le fêter avec les personnes qui comptaient le plus pour elle. La salle était pleine. Édouard était là, bien sûr, installé à Baie-Saint-Paul et travaillant à distance. Hélène et Pierre étaient venus de Saint-Aimé-des-Lacs. Le sergent Dubois était arrivé avec sa femme. Monsieur Leblanc, qui marchait maintenant avec une canne, mais marchait encore, était assis sur le canapé et discutait avec animation avec Thomas Gauthier, devenu un ami proche. Même le docteur Gauthier avait été amené à la fête, accompagné d'une infirmière. Il n'était pas dans son état normal, mais il semblait heureux, esquissant un sourire vague en observant l'activité autour de lui. La petite Amélie, désormais un bébé potelé et souriant, rampait sur le sol en poursuivant des ballons, riant de cette joie pure et spontanée que seuls les petits-enfants possèdent. Amélie observait tout cela depuis son fauteuil préféré, près de la fenêtre. Le soleil de l'après-midi inondait la pièce d'une lumière chaude et dorée. Sophie s'approcha et s'assit sur la coudoir du fauteuil. « À quoi penses-tu »« Comme la vie est étrange, » répondit Amélie. « Il y a 1 an, j'étais dans un bus accidenté sur une montagne gelée, certaine que j'allais mourir. Et maintenant, dit-elle, en désignant la pièce emplie de rires et de conversations, maintenant j'ai ça, une famille,
dit Sophie doucement. Une famille, acquiesça Amélie, pas celle dans laquelle je suis née, pas la famille traditionnelle, mais une famille tout de même. Édouard les rejoignit et s'assit par terre aux pieds d'Amélie, comme il le faisait enfant. Maman, Thomas et moi discutions. La Fondation souhaite se développer, créer un programme de mentorat permettant aux personnes âgées en EHPAD d'échanger avec de jeunes professionnels. Nous pensons que tu serais la personne idéale pour le diriger. Amélie regarda son fils et vit la fierté sincère dans ses yeux. Elle avait tant travaillé pour rétablir la confiance entre eux. Ce n'était pas parfait, ce ne le serait probablement jamais. Il y avait encore des moments de tension, des souvenirs douloureux qui ressurgissaient, mais la situation s'améliorait. Et elle continuait de s'améliorer chaque jour. « J'y réfléchirai, » dit-elle. Puis, avec un sourire, « Mais je dirais probablement oui. Il semblerait que je ne puisse plus dire non au défi. »« Tu n'y es jamais parvenu, » dit Édouard avec affection. « C'est ce que tu as toujours été. Tu l'avais juste oublié pendant un temps. » Plus tard dans la soirée, une fois tout le monde parti et Édouard couché, Amélie se retrouva seule dans la chambre. La petite Amélie avait oublié un de ses jouets, un ours en peluche rose. Elle le ramassa et le serra contre elle un instant. 1 an. Une année entière depuis que sa vie a complètement basculé. Elle pensa à Madame Tremblay, qui n'avait pas survécu. Elle pensa à toutes les autres personnes dans les maisons de retraite du pays qui attendaient encore, qui étaient encore oubliées, qui étaient encore convaincus que leur vie n'avait plus aucune valeur. Et elle fit une promesse silencieuse. Utiliser le temps qui lui restait, aussi long fût-il, pour que personne d'autre ne subisse ce qu'elle avait enduré, pour redonner espoir là où il n'y en avait plus, pour rappeler au monde que les personnes âgées n'étaient pas un fardeau à cacher, mais des êtres humains précieux, avec une histoire et encore de l'amour à donner. Amélia s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La neige tombait à nouveau, légère et douce cette fois, contrairement à la tempête meurtrière de l'année précédente. De délicats flocons dansaient dans l'air, illuminés par les réverbères. Elle n'avait plus peur de la neige. Elle n'avait plus peur de l'hiver. Car elle avait appris quelque chose de fondamental lors de cette traversée de la tempête. Le froid ne pouvait la tuer que si elle cessait de bouger, si elle abandonnait, si elle laissait l'engourdissement l'envahir. Mais tant qu'elle continuerait à marcher, tant qu'elle continuerait à se battre, tant qu'elle continuerait à se soucier des autres, elle serait en vie. Vraiment, vraiment vivant. Et c'était là, réalisa Amélie avec un profond sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, tout ce qui comptait vraiment. 5 ans plus tard, par une belle matinée de juin, Amélie Rousseau se tenait sur une scène à Montréal, contemplant un public de plus de 300 personnes. Elle avait 77 ans. Ses cheveux étaient complètement blancs, son visage plus ridé. Mais ses yeux brillaient d'une vitalité qui n'avait rien à voir avec l'âge. « Merci d'être venu aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix claire et ferme. « Nous sommes réunis pour lancer officiellement le programme Reconnexion, une initiative qui mettra en relation 1000 aînés isolés avec des mentors et des familles bénévoles partout au Québec. » Le public applaudit. Amélie aperçut Édouard au premier rang, qui applaudissait avec enthousiasme. À côté de lui se trouvait Sophie, désormais infirmière diplômée travaillant à la Fondation. Et sur les genoux de Sophie, une fillette de 5 ans aux cheveux noirs et aux yeux curieux. La petite Amélie, qui n'était plus si petite que ça, fit un signe de la main à sa marraine sur scène. Amélie acquiesça en retour, le cœur débordant de joie. « Il y a 5 ans, poursuivit-elle, j'étais convaincue que ma vie était finie, que j'étais invisible, jetable, sans valeur. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a forcé à faire un choix. Abandonner ou me battre. J'ai choisi de me battre. Et ce choix a tout changé. » Elle marqua une pause, observant les visages dans l'assistance, jeunes et vieux, riches et pauvres, tous unis par un but commun. Cette fondation existe parce que je crois qu'il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux. On n'est jamais trop brisé pour compter. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à ne pas abandonner, à continuer de se battre, à croire qu'il y a encore un sens à la vie même quand tout semble perdu, alors tout cela en aura valu la peine. Les applaudissements qui suivirent furent longs et chaleureux, mais Amélie les entendit à peine, parce que je pensais à cette femme de 72 ans, assise seule dans une maison de retraite misérable,
convaincue que sa vie était finie. Si elle pouvait remonter le temps et dire quelque chose à cette femme, que lui dirait-elle? Peut-être ceci: accrochez-vous bien, la tempête arrive, et quand elle arrivera, elle détruira tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Ce sera douloureux, ce sera terrifiant. Vous aurez envie d'abandonner 1000 fois, mais ne perdez pas espoir, car au-delà de la tempête, une vie insoupçonnée vous attend, un but que vous pensiez avoir perdu, un amour que vous pensiez ne plus jamais ressentir. Il y a une chance de recommencer à zéro. Et toi, Amélie Rousseau, tu es bien plus forte que tu ne l'as jamais imaginé. Ainsi s'achève l'histoire d'Amélie Rousseau, cette femme abandonnée, mais qui refusa de tomber dans l'oubli, qui affronta la plus terrible des tempêtes, et découvrit que la force la plus puissante ne vient pas du corps, mais de la simple et obstinée volonté de ne jamais abandonner. Nous aimerions maintenant avoir votre témoignage. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être invisible, mis au rebut, comme si votre vie n'avait plus d'importance? Et qu'avez-vous fait pour retrouver un sens à votre existence? Partagez votre histoire dans les commentaires, car chacun d'entre nous, quel que soit notre âge ou notre situation, a de la valeur. Compte. Vous pouvez encore faire la différence. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui a oublié sa force intérieure. Et n'oubliez jamais, la tempête ne vous définit pas. C'est la façon dont vous la traversez qui révèle qui vous êtes vraiment. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.